Merci Myriam. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc pour se présenter rapidement, Luc, je te présente, du coup Luc Armaud, enseignant STA, l'école d'architecture de Toulouse, et moi-même, Dusan Palacios, enseignant TPCAU dans cette même école. Voilà. Du coup, j'ai déjà remercié. Ouais. Donc, dans le cadre de ce séminaire sur l'architecture bas carbone, il nous a semblé intéressant de porter notre réflexion sur la façon dont on pouvait construire et transmettre de la connaissance et un savoir-faire à ce sujet en école d'architecture. Donc, plus simplement, nous souhaitions nous questionner sur la façon dont on pouvait préparer les étudiants de nos écoles aux mutations qu'on a évoquées, aux mutations en cours, et comment on pouvait les outiller face à un avenir dont on a du mal aujourd'hui à cerner les contours. On aime bien cette citation que je vais vous lire d'Albert Jacquard, 1999, Académie d'architecture de Mendrisio. Aujourd'hui, il nous faut accepter notre condition d'explorateur face à une région inconnue. Nous nous apprêtons à traverser un siècle dans lequel les parcours tracés précédemment ne se prolongent pas. Et effectivement, il nous a semblé que l'époque que nous traversons nécessitait peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport et de distance vis-à-vis des repères théoriques qu'on utilise en école d'architecture depuis quelques décennies, et que cette époque constituait du coup simultanément une opportunité pour réfléchir à de nouvelles formes d'ambition pédagogique. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de poser des bases de réflexion, les partager avec vous. On n'est pas sûr d'apporter des réponses à toutes ces questions qui sont quand même qui ont du poids, qui sont lourdes, etc. et denses. Et pour vous les présenter, en fait, on a cru nécessaire de revenir un petit peu sur notre pratique d'architecte brièvement, simplement pour vous dire qu'elle a sans doute irrigué en fait ces réflexions, parce que c'est des expériences qui ont été menées au Mali, en Afrique et en Inde dans des contextes bien particuliers. Et ensuite, on essaiera d'aborder quelques pistes de pratiques pédagogiques à la fois concrètes et prospectives. Donc je laisse la parole. Ah oui. Donc le premier projet, c'est un projet d'une maison que j'ai construite au Mali en 2021, pendant 3 années où j'ai vécu là-bas. Donc le Mali, ça se situe dans la bande sahélienne, comme le Burkina Faso vu tout à l'heure. Donc une des caractéristiques, c'est qu'on n'a plus d'accès à la ressource bois pour construire, et on a une abondance de la terre. Alors la terre, on va peut-être la distinguer en 2 parties. Il y a des adobes en fait qu'on va constituer, qui sont assez bien formulés de manière naturelle et qu'on va trouver un peu dans les lits de fleuves, dans les marigots, tout ça, où on a juste besoin de le sécher et de le mettre en œuvre. Et il se trouve que cette ressource qui est assez fantastique, elle a été consommée dans les grandes villes, il n'y en a plus. Et donc à côté de ça, il y a de la latérite, c'est ce qu'on voit un peu à l'écran, où là on est vraiment sur une ressource qui est complètement surabondante. Mais le gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire des briques avec ça qui soient cohérentes sans les stabiliser. Donc là, le petit projet de la maison, c'est moi, je me suis un peu mis des objectifs un peu de maximiser l'usage de cette terre. Et donc, c'est posé assez rapidement la question des franchissements. Et donc, dans cette maison, j'ai essayé d'explorer un peu la question des coupoles. Les coupoles, c'est intéressant parce que, comme les voûtes nubiennes, elles se montent sans coffrage. Et donc, ça se monte avec un compas, donc c'est juste une petite tige en métal qui est assez rudimentaire. Et donc, dans ce projet, j'ai participé un peu à toutes les étapes. Donc, je suis un peu serrurier, donc j'ai fabriqué pas mal d'outils, que ce soit les tamis, les gabarits, les compas, même la presse à briques. Et donc, voilà. Donc, rapidement,
Je vais expliquer, peut-être la slide suivante, parce qu'il s'agit aussi de confort, basse consommation. Donc en fait, toute la structure de la maison, elle vient sur une première construction existante qui préexistait, hein, donc qui était en béton. Et en fait, ça vient faire une sorte de double coque. Et ensuite, à l'étage supérieur, tout le système, ce sont des doubles murs et avec des doubles coupoles. Donc l'idée, en fait, c'est de ménager une sorte de lame d'air qui s'auto-expulse jusqu'à la douille qui se trouve au sommet de la construction, au sommet de chaque coupole. Et donc ainsi de maîtriser un peu la température uniquement avec le dispositif structurel. Donc là, dans toute la maison, l'idée c'était, si on maximise la terre, on ne l'utilise que dans sa capacité porteuse, et donc d'essayer de résoudre toutes les questions de partition des espaces, de résolution, de l'accès à la lumière naturelle, de la ventilation, par la structure. Alors, je vais expliquer pourquoi ça a été un peu un échec. Parce que moi, je pensais avoir fait une sorte de projet de moine soldat de l'écologie, et en fait, c'est un peu compliqué. Donc, 3 problèmes. D'abord, en déployant autant de terre, je me suis retrouvé à déployer une quantité colossale de ciment. Et donc ça a abîmé un peu la vision finale de l'opération. Ensuite, en ayant banni tout système de seconde œuvre, eh ben, l'eau, en tombant sur ma coupole, la première chose à laquelle elle s'attaque, c'est à la structure. Et donc ça suppose en fait d'être complètement au chevet de cette construction. Et donc d'une certaine manière, ça disqualifie les pratiques sociales qui veulent qu'aujourd'hui on puisse quand même un peu se libérer de cette contrainte du crépissage, de l'entretien permanent. Et le troisième chose, c'est le prix. Donc le prix d'une telle construction en fait la rend un peu non réplicable pour les populations locales. Voilà, ça c'est les 3 raisons un peu brutales qui font que je pense que c'est un peu une sorte d'échec à ne pas reproduire chez soi. Donc, dans les joints et dans les briques, puisqu'on stabilise les briques avec du ciment, quoi. Et ça a été dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que moins on a d'outils performants pour comprimer les briques, plus on va ajouter de ciment pour compenser un peu cette faiblesse. Le dernier point, c'est un point qui est une sorte de retour un peu sur moi 12 années passées au Mali, à faire des allers-retours et à y vivre aussi. C'est que les contraintes climatiques du Sahel, au début, je les voyais comme une sorte de contexte dans lequel je faisais mon voyage d'Orient et je trouvais des conditions spécifiques. Et puis, petit à petit, est apparue un peu cette idée entêtante que finalement, les contraintes qu'ils vivent là-bas sur à la fois la perte de la forêt, la perte de la ressource en bois, le stress hydrique de toute la région et l'augmentation des températures, d'une certaine manière, formaient une sorte de vision dystopique d'un futur qui allait s'imposer à nous à moyen terme. De mon côté, je voulais juste revenir rapidement sans rentrer dans les détails techniques dans lesquels Luc est rentré sur un projet en Inde, donc dans l'Himalaya indien en fait, en appui à une ONG locale qui travaillait donc pour la construction et l'amélioration des conditions d'enseignement. Donc ça se passe aux Zanskar. Pour rapidement vous le dire, c'est une région désertique en fait située à 3500 mètres d'altitude où il y a très peu de ressources en bois et les ressources disponibles de façon abondante sont la terre, la pierre et le soleil. Donc la question des ressources là-bas, c'est pas l'utilisation des ressources biosourcées et géosourcées, en particulier géosourcées, c'est pas imposé comme un choix politique, mais plutôt comme une nécessité en fait. On a pris appui sur une étude, une lecture en fait de l'architecture locale, vernaculaire, qui reproduit en fait des systèmes qui utilisent cette pierre, des modes constructifs associés à cette ressource et des typologies relativement massives qui visent à protéger les habitants essentiellement de la période des méfaits de la période hivernale, à savoir donc l'hiver, où les températures peuvent chuter à moins de 30 degrés. De cette expérience, en fait,
on tire une certaine satisfaction d'avoir pu utiliser des principes solaires passifs que vous voyez brièvement à droite, qui visent à limiter le recours à des énergies pour le chauffage via des apports solaires conséquents en fait. Le fait effectivement aussi de se baser sur des techniques de construction qui exploitent en fait des ressources locales permet de s'appuyer sur un savoir-faire encore une fois et de mobiliser les populations qui nous ont prêté main forte pour la construction de ce bâtiment. Mais ce qu'on a découvert en fait aussi, puisqu'on a passé quand même 6 ans là-bas, c'est que finalement, il y a une accélération en fait, des phénomènes de changement climatique manifeste vraiment. En 6 ans, on a pu le voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mousson qui vient du subcontinent indien est tellement puissante qu'elle arrive à franchir l'Himalaya. Et elle déverse l'été en fait, des quantités de pluie assez abondantes. En fait, et l'architecture vernaculaire n'est pas du tout adaptée à cette contrainte-là. Donc là, pour le coup, les modèles sur lesquels nous, initialement, nous avions basé ce projet, s'étaient avérés en fait obsolètes. En fait. Et on a pu mesurer, du coup, la rapidité des phénomènes qu'on commente, qu'on a commenté ici en séminaire et que les rapports du GIEC laissent présager. Donc, en ce sens, enfin, pour faire simple aussi, par rapport à l'évolution du projet, c'est que finalement, très rapidement, on a dû rajouter une toiture en tôle pour protéger le projet. On en est là quand même. Donc, ces deux projets, en fait, ils ont en commun une certaine âpreté des contextes dans lesquels on est intervenu, une très faible mécanisation, une utilisation forcée quelque part des matériaux géo-sourcés. Et on s'est rendu compte que, ça c'est un point positif, que finalement restreindre nos moyens d'action, de construction à très peu de ressources, n'était pas du tout limitatif en termes de production et d'inventivité, de modèles architecturaux performants, en l'occurrence les modèles bioclimatiques au solaire passif qu'on a pu commenter. Mais par contre que limiter en fait la question de la réponse architecturale à l'utilisation de matériaux biosourcés, c'était peut-être un petit peu limitatif dans le sens où on s'apercevait qu'on allait être rapidement confronté à des phénomènes bien plus sévères et qui s'aggravent et auxquels il faut se confronter. Donc ces phénomènes-là, on peut les lire tous dans les prédictions du GIEC à plus 30 ans, etc. Si on n'arrive pas à limiter à 2 degrés le réchauffement, ce qui est très très mal parti quand même en fait, c'est un aggravement donc, de la situation climatique. Et pour nous, directement, c'est une limitation du choix des ressources, l'augmentation du coût de l'énergie, la raréfaction des ressources transformées, les perturbations du cycle de l'eau, et des épisodes climatiques, comme on l'a commenté, de plus en plus distendus et sévères. Du coup, la question qui se pose par rapport à ce regard qu'on peut porter sur ces expériences, c'est le contenu de l'enseignement qu'on peut dispenser en école d'architecture. Bon, là, c'est une chose délicate parce qu'on n'est pas en mesure, je dirais, de faire des prédictions fines, etc. Quand bien même, par rapport à ces acquis, ces expériences, on peut déjà établir une série d'hypothèses, d'ambitions pédagogiques qui questionnent comment construire avec peu, faut-il continuer à construire aussi, comment limiter la transformation des matières, comment assurer un confort sans recourir à des équipements mécanisés, très gourmands en énergie, comment développer une architecture réversible à ces extrêmes en fait, climatiques que les architectures qu'on a commentées ont été soumises. Et puis largement, dans quel monde va-t-on vivre, comment les sociétés vont se réorganiser, etc. Du coup, on voulait vous proposer une série d'hypothèses, de champs de réflexion en fait,
au nombre de 5. Donc, le premier, c'est la question de notre connaissance des milieux et de leur transformation, puisque je pense que ce qu'on véhicule tous en tant qu'enseignants du projet TPCAU, etc., auprès des étudiants, c'est l'idée de construire une architecture située qui prend en compte les écosystèmes et leur interaction, donc les écosystèmes au sens large, humain, naturel, etc. Mais que dans un contexte de restriction, où on va devoir peut-être travailler sur des territoires plus réduits, avec moins de ressources, etc., il va falloir qu'on puise le maximum en fait, de ces territoires, ce qui va nous demander mécaniquement une connaissance peut-être plus fine de ces territoires. Et pour la construire, cette connaissance, peut-être qu'il va falloir s'appuyer sur des champs disciplinaires qui ne sont pas les nôtres, des savoir-faire de géologues, d'écologues, d'anthropologues, de géographes, etc. Et du coup, mobiliser toutes ces connaissances-là pour essayer de construire une architecture, encore une fois, qui essaie de prendre le maximum parti d'appui sur la réalité d'un territoire restreint. Et peut-être réfléchir avec ces gens-là, justement, sur les scénarios auxquels on risque d'être confronté. Parce qu'aujourd'hui, l'ADEME a mis en place, par exemple, une série de scénarios plus ou moins pessimistes, etc., qui sont des bases de travail, mais peut-être qu'en échangeant donc, avec ces différents intervenants, champs disciplinaires différents, on peut essayer, avec les étudiants, d'évoquer différents scénarios et de les poser comme base de projet, puisqu'à chaque circonstance, en fait, il peut y avoir des réponses architecturales différentes. Donc, c'est essentiellement pour parler du besoin en fait, d'ouverture de notre discipline à d'autres champs disciplinaires. On le fait déjà, mais peut-être qu'il va falloir, à notre sens, aller chercher encore peut-être plus loin. La deuxième hypothèse, alors celle-ci a fait consensus, semble-t-il, et c'est bien, je pense, dans ce colloque, mais c'est se dire sur quelle base théorique peut-on essayer de formuler des réponses pour demain. Quel corpus, quel point d'appui. Et effectivement, nous, il nous semble assez pertinent de s'appuyer sur l'architecture vernaculaire. Alors, l'architecture vernaculaire, je ne veux pas exclure toutes les expériences contemporaines d'architectes comme Caminada ou d'autres, etc., qui se nourrissent en fait des réalités d'un territoire, mais plutôt considérer l'architecture vernaculaire comme cet ensemble de connaissances qu'on a acquis sur les derniers millénaires, en fait, ce réservoir d'expérience qui nous semble pertinent parce qu'il répond à toute une série de problématiques contemporaines, à savoir la pertinence de la réponse donnée par rapport aux données d'un milieu, l'utilisation raisonnée de matériaux, la connaissance empirique des propriétés de la matière, l'inventivité des dispositifs techniques, etc. etc. Et donc, par rapport à ce qu'on évoquait en début d'intervention, à savoir vers quel repère théorique se porter, il nous semble que ce qu'on a oublié depuis 50 ans, depuis l'avènement en fait, d'une architecture qui est basée sur l'exploitation des énergies fossiles, dont parle Philippe Rham, et sur l'utilisation des antibiotiques aussi, parce qu'il en parle. Donc tout ce qui s'est passé avant a une vraie modernité, une vraie pertinence aujourd'hui dans ce qui peut nous permettre de chercher des appuis. Troisième idée, c'est la question de réinvestir les champs de la technique, puisque, en fait, là aussi, force est de constater que la question de la technique, à savoir l'ingénierie du bâtiment, qu'elle soit structurelle ou climatique, etc., c'est des choses qui, dans la pratique professionnelle, nous ont échappé pour les mêmes raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire la climatisation, etc., en fait, qui ont juste effacé complètement la question des préoccupations qu'on pouvait porter au confort dans la conception du bâtiment.
qu'est-ce que je disais? Oui, donc que ces choses-là nous ont échappé et du coup sont plus vraiment enseignées de façon directement liée au projet architectural en école d'architecture. Je dis ça de façon générale, hein, je ne brusquer personne, mais c'est vrai que dans notre pratique du projet, ces choses-là sont difficiles à mobiliser et qu'on a tendance à pas le faire. Et il nous semble que pour autant, en fait, on ne peut pas développer une forme d'architecture attentive au confort, à l'utilisation des ressources, si on n'a aucune notion des propriétés mécaniques d'une matière, qu'on n'a aucune notion justement de qu'est-ce qui constitue la sensation de confort pour un être humain, à savoir le rôle de l'hygrométrie, de l'inertie, etc. Et toutes ces notions qu'on a un petit peu peut-être oubliées, c'est une notion qu'il faut peut-être réinjecter au cœur du projet et du coup refaire intervenir en fait ces champs de compétences disciplinaires qui sont portés par aujourd'hui en grande partie par les ingénieurs et les reconquérir pour les réintégrer au projet ou à l'enseignement du projet. En termes de pratique du projet, c'est vrai que traditionnellement, on dessine, nous autres architectes, on modélise, etc. Mais il y a peut-être aussi d'autres moyens, méthodes pédagogiques qui permettent aussi d'enraciner une pensée du projet dans des réalités concrètes, proches de la question de la matière, de ses caractéristiques, de ses atouts. Et il nous semble que parallèlement au fait donc, de dessiner, modéliser, représenter, eh bien, bâtir, assembler, solliciter, rompre, faire des prototypes, les soumettre à des efforts jusqu'à les détruire, planifier un chantier, reconnaître aussi la valeur de l'effort qu'il faut pour porter une brique, etc., l'assembler, finalement se rapprocher en fait du geste du bâtisseur, c'est aussi des outils qui nous permettent d'enraciner en fait la compréhension de ces matériaux dont on parle dans le séminaire dans une pensée concrète du projet. Et quand, dans un certain sens, l'acquisition de la connaissance théorique est indissociable pour nous de la manipulation des concepts qu'elle véhicule. Donc ça nécessite aussi peut-être de s'orienter vers d'autres pratiques de projet, de manipulation en fait des formes bâties et de s'ouvrir aussi à d'autres compétences qui sont portées là pour le coup par les professionnels du bâtiment, les ingénieurs, etc. Cinquième axe de réflexion, l'évaluation critique. Alors sur la gauche, sur la droite en vérité, vous avez un extrait du bouquin de Rizzotti, L'empreinte de l'habitat, 2021. Donc Philippe Rizzotti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé toute une série de bâtiments remarquables issus du XXe siècle. Il les a remodélisés et donné, comme vous le voyez, une couleur à chacun des matériaux qui étaient déployés dans ces architectures, à savoir le métal, le béton, etc. Et en fait, ce qui nous intéresse, nous, à travers cette expérience, puisque lui, l'idée, c'était d'essayer de mesurer, de calculer les masses de matériaux mises en œuvre dans les constructions, c'est de se rendre compte qu'avec les outils dont on dispose aujourd'hui, on est capable peut-être d'affiner notre compréhension en fait, des projets qu'on produit et de formuler des analyses, des évaluations qui soient peut-être plus objectives, puisqu'elles permettent de quantifier réellement les choses, de mesurer assez précisément leur empreinte carbone, de les relier à un coût de construction. Et peut-être aussi, c'est des outils qui nous permettent de faire des simulations thermiques, dynamiques, etc., qui nous permettent de mesurer le comportement du bâtiment de façon beaucoup plus fine et, on pense, de façon plus objective. Voilà. Donc ces outils-là paraissent des opportunités aussi pour aller un petit peu plus loin, pour relever les défis qu'on a évoqués précédemment.
la dernière partie, c'est une partie sur la prospective en se basant sur le scénario sobriété, donc le scénario 1 de l'ADEME. Et dans le cas de jeunes apprenants ici qui seraient en pleine fonction de leur exercice en 2050. Donc là, les propositions que Dusan a évoquées, nous, on pense qu'elles peuvent être mises en place dès aujourd'hui dans les écoles. Mais on a aussi ciblé tout un tas de grandes questions qui nous semblent plus difficiles à trancher dans ces questions prospectives en 2050. Et donc, plutôt que de nous fonctionner avec nos intuitions individuelles ou nos sensibilités, on pense que c'est intéressant de ramener ces questions sous forme de débat dans les écoles. Et donc, un modèle qui nous intéresse bien, c'est celui de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, pour rappel, c'est à la suite des Gilets jaunes, il y a 150 citoyens qui ont été sélectionnés et qui, après avoir été formés par des spécialistes sur les questions, enfin, sur les différentes questions de société, ont fourni 150 propositions pour essayer de relever un peu les défis de demain. Ce qui est intéressant, c'est que ces citoyens qui étaient des citoyens de la société civile sont arrivés à formuler en fait 150 propositions qui sont vraiment magnifiques et enthousiasmantes et qui, pour nous, considèrent vraiment constituent un horizon qui est désirable. Alors, on a identifié plusieurs questions, je vais les donner un peu en vrac. Et elles sont volontairement un peu provocatrices parce qu'on espère que derrière, il y aura une sorte de gros débat qui va électriser les murs de l'école. Donc la première question en forme de bombe, c'est la question sur le bois, puisque pendant 2 jours, il y a eu beaucoup d'appels à développer en fait, le recours au bois dans l'architecture bas carbone. Nous, on se base un peu sur une annonce un peu de Jean-Marc Jancovici qui dit à 2100, sur une pente à plus 3 degrés, qui est la pente actuelle, il y a la moitié de la forêt française qui disparaît. Donc ça pose tout de suite la question de l'utilisation du bois comme ressource pour l'architecture, sachant qu'on voit poindre une sorte de concurrence entre les besoins du climat et de la biodiversité d'une part, et les besoins des architectes d'aller se servir sur cette ressource qui va décroître fortement. Première question. Deuxième question, c'est la question de l'épaisseur des bâtiments. Donc pareil, depuis 2 jours, on parle un peu de ventilation naturelle. Et donc on sent poindre un peu que tout ça nous pousse vers un rétrécissement de l'épaisseur des bâtiments. Mais il y a une injonction contradictoire, c'est celle de l'énergie pour les chauffer et les rafraîchir peut-être, qui tend plutôt à les épaissir. Et donc voilà, ça aussi, on a besoin de débattre un peu sur la morphologie et la compacité qu'on veut pour les bâtiments. Le troisième point, Mohamed en a parlé, c'était la question du techno-discernement qui nous paraît central. Donc je rappelle ce que c'est le curseur qu'on va positionner entre les high-tech et les low-tech. Et donc comment on va être capable de formuler une sorte de système opposable qui fait la ségrégation entre les types de techniques qu'on utilise dans le bâtiment. Donc je peux donner peut-être des petits exemples. Si on a une grue sur un chantier, est-ce que c'est low-tech ou est-ce que c'est high-tech? Peut-être là on peut penser que c'est quand même relativement low-tech. Mais toute la question de la chimie, par exemple, qui nous fournit en fait tout un tas de matériaux performants, industrialisés, qu'on utilise en masse dans le bâtiment, ça c'est clairement du high-tech d'une certaine manière. Voilà, donc il faut quand même placer collectivement ce curseur. Ensuite, la question de la métropolisation de l'habitat. Là aussi, il y a des injonctions contradictoires. On voit que la plupart des initiatives qu'on a vues depuis 2 jours elles tendent à investir un peu les territoires ruraux et à les activer. D'un autre côté, on sait aussi qu'il faut densifier. Donc déjà, ça pose la question de la densité aimable, la densité acceptable qu'on peut supporter. Sachant que dans toutes les villes aujourd'hui, il y a un appel populaire pour ramener de la nature dans la ville, indépendamment du niveau de densité de chaque ville. Donc on voit que c'est une question qui est quand même relativement floue. Donc voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la question de l'initiative d'innovation. On a vu là aussi que c'est un peu dans les projets de maisons individuelles, dans les initiatives rurales, qu'on voit émerger beaucoup d'innovations. On a vu quand même très peu de projets urbains depuis 2 jours. Et donc, quels seront un peu demain les territoires de l'innovation. Ça nous amène aux ZAN, dont on a un peu entendu parler.
Et à la question de la démolition, là je me tourne vers Lucia, je ne sais pas si elle est là. Donc aujourd'hui, le dogme actuel, c'est qu'il ne faut pas démolir, qu'il ne faut rien détruire. Mais on est quand même, aujourd'hui, on est quand même dans une phase où on est pied au plancher pour l'étalement urbain. Même les initiatives de projets comme Studio Lada, on voit que la plupart sont construits sur des terrains vierges. Et donc, comment on va réussir cette équation du ZAN? Ça paraît compliqué, et donc va se poser, je crois quand même, la question de la restitution de certaines zones urbaines à la nature. Enfin, c'est le dernier point, et ça sera la conclusion, c'est les choix axiologiques. Donc là, on sort un peu de la question architecturale, et on arrive sur les questions de société. Je vais lire. Les leviers techniques qui permettent d'infléchir la courbe climatique sont insuffisants. Je vais laisser Douchan lire, qui va mieux lire que moi. Sérieux? Oui. Ok. Les technosolutionnistes... Non. De quoi? C'est là, tu ne suis pas. Mais si, les leviers techniques qui permettent d'infléchir la coupe climatique sont insuffisants. Les technosolutionnistes nous ont bernés, nous envoient dans le mur. Face à ce destin mortifère, il faudra réinterroger nos modes de vie et le socle de valeurs qui fondent nos sociétés. Ce sont nos standards et notre relation au confort qui sont incriminés. Les inégalités grandissantes voient s'éloigner la promesse de justice. Et où est la suite? Sociale, et semblent menacer le consentement à l'effort général et partagé. Dans ces conditions, comment atteindre la sobriété? Comment rendre le futur désirable? Ça va? Voilà, je pense que Luc, je ne sais pas pourquoi il m'a passé le micro, mais il voulait finir sur ces phrases. Merci.